je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour traiter d'un sujet qui nous tient à cœur. Donc, c'est des compétences ou plus particulièrement les savoirs que l'on cherche à acquérir pour relever les défis tech aujourd'hui. J'ai une petite préférence pour le mot savoir. En tout cas, chez Octo, on préfère le mot savoir globalement parce que les savoirs sont des connaissances qui sont incarnées. Donc, c'est vraiment des gestes que l'on a vus, appris et appris à faire avec le temps. Donc, c'est vraiment un axe sur les savoirs. Et bien sûr, ça passe aussi par les compétences et la formation, les connaissances, etc. Je suis, comme l'a dit Estelle, je suis donc Myriam Berkane, CTO d'Octo Technologies et je travaille beaucoup donc, sur Octo Academy aussi avec Estelle et Stéphanie, donc, sur notre vision technique et comment l'incarner via donc, cette formation, comment travailler sur les savoirs à travers donc, notre vision technique et ce qu'on apprend du terrain, donc, de nos missions, etc. Et donc, vous avez mon mail, évidemment, je suis disponible pour discuter avec vous à tout moment. Avant de démarrer, cette question des compétences et des savoirs que l'on doit acquérir ou que l'on a besoin d'acquérir pour relever les enjeux et les défis techniques qui sont devant nous, je voulais démarrer d'abord par une petite prise de recul, essayer de voir dans quel contexte on se situe aujourd'hui. Je vous le donne en mille. On vit aujourd'hui une pénurie de talents qui est généralisée et particulièrement accrue, en particulier dans le numérique, mais pas que. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est donc un très, très, très gros besoin de talents hautement qualifiés. Donc, on parle de plusieurs centaines de milliers de talents dont on a besoin maintenant et qui va s'accentuer dans le futur. Donc les prochaines années jusqu'à 2030. Donc, je vous ai mis le lien de l'étude qui est sortie récemment pour aller dans ce sens-là. Bien sûr, c'est une tendance qu'on a ressentie tous et toutes. On le sent chez Octo, on le sent un peu partout dans nos entreprises, dans nos organisations, chez nos clients, dans la French Tech, un peu partout. Mais voilà, cette étude met vraiment le doigt dessus. Et surtout, ce qu'elle permet de dire, c'est qu'aujourd'hui, un frein énorme à la croissance économique, à la croissance des entreprises chez nous en France est lié à l'inadéquation entre les compétences dont on a besoin et ce dont on dispose aujourd'hui en termes de qualité et en termes de formation. Ça, c'est un premier point. Le manque à gagner est estimé à 8 000 milliards de dollars d'ici une dizaine d'années, ce qui est donc énorme. Donc, premier point, une pénurie généralisée et très forte de talents. Voilà, premier point. Deuxième point, donc cette pénurie de talents, en particulier dans le numérique, donc toujours selon cette étude, et c'est des choses qu'on voit aussi sur le terrain, mais voilà, ça permet de les factualiser. On cherche des gens globalement dans le numérique, dans le digital, en particulier sur la sécurité, sur le développement de produits, la transformation digitale, le big data, l'intelligence artificielle, etc. Donc ça touche vraiment une très grande partie des compétences et des sujets que l'on manipule dans le digital, dans l'informatique, etc. Alors, je ne vois pas les commentaires. Estelle, je ne sais pas s'il y a des commentaires. N'hésite pas à me dire s'il y a des commentaires, des réactions. N'hésitez pas à réagir avec nous, nous dire si vous vivez la même chose, si vous constatez la même chose, si c'est des choses qui vous parlent. Troisième point, une concurrence rude. Il y a vraiment, vraiment, vraiment un contexte particulier en ce moment sur à la fois des levées de fonds historiques, je pense que vous l'avez tous vu, des entreprises comme Sorar ou d'autres qui lèvent des centaines de millions d'euros récemment en Europe. On a aussi des annonces de recrutement massif. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les annonces de Facebook et autres géants du web qui annoncent des recrutements massifs en France, des ingénieurs français dans les prochaines années. Donc, il y a une pénurie de talents, il y a une concurrence qui est extrêmement rude. Il est important de rentrer dans cette guerre des talents en étant particulièrement bien armé. Et particulièrement bien armé, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder les aspirations des salariés et des jeunes générations notamment, donc je ne sais pas si c'est des jeunes, en tout cas, enfin, les générations et les experts que l'on a déjà, qui sont là, qui sont disponibles, mais aussi les générations Y, Z et celles qui vont arriver après. Typiquement, une étude LinkedIn a montré récemment que les aspirations des talents qu'on a aujourd'hui sur le marché et ceux de demain, ça va être
plus de sens pour 29% pour les gens qui sont déjà là. Ils recherchent des contextes où il y a plus de sens, mais ça, voilà, c'est une tendance qu'on a vu monter progressivement. Mais aussi et surtout apprendre et se former en continu. Donc, se former en continu et proposer de la formation continue, accompagner notre force et nos experts que l'on a dans nos organisations en continu est un levier important d'attractivité et de rétention des talents qu'on a. Donc ça, c'est le message que je voulais passer en préambule. Le contexte dans lequel on est, pénurie de talents, concurrence rude, il faut travailler sa marque employeur et la formation continue, l'accompagnement de ces jeunes talents et des talents, même, enfin, voilà, des talents jeunes et moins jeunes d'ailleurs, est quelque chose d'extrêmement important. Ça tombe bien, c'est la raison d'être d'Octo Academy et ce qu'on essaye de faire globalement chez Octo avec nos clients. Voilà, j'ai fini avec les contextes. J'espère que je ne vous fais pas trop peur avec tout ça. N'hésitez pas à réagir sur le chat et à échanger, voir si vous avez les mêmes constatations, si vous vivez déjà cette guerre des talents. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vous donne ces informations-là. Je vous dis que la formation, la montée en compétence, l'accompagnement de la prise de savoir des gens qu'on a et des gens qu'on cherche à recruter, c'est important. Mais c'est important aussi qu'on nous dise comment et à quoi on doit se former. Pour ça, je vais essayer de parler de 4 tendances qui, selon moi, sont des tendances qui ont révolutionné nos façons de faire ces dernières années et qui ont vraiment été des tendances majeures et qui continuent à l'être. Le premier, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, que le cloud, c'est une lame de fond, mais c'est aussi une vague, une grosse vague qui a tout révolutionné et à tous les niveaux. Quand je dis à tous les niveaux, ça a eu des répercussions. Donc, le passage dans le cloud a eu des répercussions à tous les niveaux dans la chaîne de valeur de fabrication de logiciels, depuis le design du produit, donc le fait de penser le produit avec son business model, son positionnement dans le marché, être peut-être présent sur différentes zones géographiques, travailler sur la résilience et proposer une résilience qui est plus forte d'un produit, qui sont des questions fonctionnelles. Donc tout ça, ça a eu des répercussions et bien sûr des avancées majeures grâce aux technologies du cloud, dans le build évidemment. Donc on construit, donc il y a une commoditisation quelque part des services d'infrastructure où on monte un peu plus dans la chaîne de valeur. Donc avant, on dépensait peut-être plus d'énergie sur de l'infrastructure, etc. Là où on en dépense peut-être un peu plus sur la valeur métier et sur le développement de produits métiers. Et les répercussions continuent sur la partie livraison, la partie opérationnelle et bien sûr. Donc le cloud est une lame de fond qui a révolutionné à tous les niveaux et qui a surtout, on le va voir un peu plus tard, permis et démocratisé d'autres tendances. Par exemple, la démocratisation du machine learning, de l'intelligence artificielle et du big data et des technologies du big data en particulier. Une lame de fond qui a ouvert le champ à d'autres tendances, mais surtout qui a révolutionné toute la chaîne de valeur de fabrication logicielle. Une fois qu'on a dit ça, on se dit, bah, ok, super, donc c'était une grosse tendance, mais comment on se forme au cloud? Comment on fait, comment on se transforme pour devenir une entreprise, on va dire, comparable aux cloud natives que l'on voit un peu partout, qui sont nées il y a moins de 10 ans. Eh bien, en fait, pas de secret, déjà. Je pense qu'il faut qu'on se le dise clairement. C'est le cloud, une tendance d'une telle ampleur ne peut que s'accompagner d'une transformation profonde dans l'organisation. Ça touche, comme on l'a vu, tout le monde, toute l'organisation, le business avec le business plan, la chaîne de valeur de fabrication logicielle, la production. Évidemment, une transformation de cette ampleur, ça prend du temps et ça n'est pas une formation de 3 jours qui va tout changer. Néanmoins, ça peut être un levier d'accompagnement important. Ça doit s'accompagner d'une formation, d'une prise de conscience en fonction des profils. Et donc, c'est un véhicule intéressant à inclure et d'ailleurs obligatoirement inclure dans un processus de transformation et d'accompagnement plus global. En tout cas, c'est comme ça que nous, on voit les choses, on travaille sur les stratégies cloud et sur amener nos clients à progresser sur cette question du cloud. Premièrement, les C-level et les managers. Il est essentiel que si on cherche à tirer profit du cloud, à comprendre qu'on a à gagner, par exemple, ouvrir l'accès à l'innovation, tester plus facilement,
ouvrir l'accès à un time to market plus intéressant, aller plus vite en production, etc. Toutes les opportunités qu'on peut avoir avec le cloud, les managers, les product managers, les C-level doivent le comprendre. On doit comprendre que cette question du cloud, les enjeux qui se jouent derrière le cloud, les répercussions que le cloud a sur l'organisation, ça doit passer par la compréhension de toute l'organisation. C'est pour ça qu'il y a des séminaires et des formations spécifiques pour les C-level, pour les managers, avec de l'accompagnement, des managers en particulier. Je reviendrai sur ce point-là après. C'est notre conviction profonde, c'est pour ça qu'on propose, en tout cas avec Octo Academy et avec Octo, en plus des processus d'accompagnement et de transformation qui sont, qu'on fait, que font nos experts sur le terrain. On a toujours de la formation, des séminaires pour les C-level, pour les managers, pour comprendre ce que signifie être dans le cloud et les répercussions, les contraintes, etc. Deuxième niveau, les architectures, les principes directeurs. Quand on fait une stratégie cloud, il y a des questions comme mais quelle topologie de cloud? Qu'est-ce que ça signifie être sur un multi-cloud? Qu'est-ce que ça signifie d'être sur un cloud hybride? Quelles sont les répercussions? Qu'est-ce que ça signifie d'utiliser du serverless? Qu'est-ce que ça signifie d'être sur du function as a service? Qu'est-ce que ça signifie d'utiliser des plateformes spécifiques à un cloud provider ou des plateformes qui sont nativement multi-cloud? Toutes ces questions-là, ce sont des questions d'architecture. Il y a des flux de données aussi, bien sûr. Voilà, il y a des questions d'architecture et des principes directeurs qu'on met en place quand on travaille sur une stratégie cloud. Important à savoir, pour ces populations, ce que j'ai pu appeler engineering manager, architecte, ça va être des savoirs que l'on va chercher à développer ou à enrichir, parce qu'en général, voilà, on ne part pas de zéro, c'est des principes d'architecture qu'on a aussi, qu'on acquiert avec l'expérience. C'est plus approfondi que ce qu'on propose généralement dans des séminaires de prise de conscience, d'enjeux, etc. On va aller dans les principes d'architecture et accompagner ces architectes et ces ingénieurs managers dans comment faire des choix éclairés, en comprenant les enjeux, en comprenant les contraintes, et comment faire des compromis, parce que l'architecture, c'est une affaire de compromis. Donc là, c'est des séminaires spécifiques et de l'accompagnement et des formations parfois un peu plus spécifiques sur le serverless, par exemple, le function as a service, etc. Mais important à dire, qui n'est pas lié forcément à un cloud provider en particulier. Donc là, sur cette population-là, on n'est pas forcément sur qu'est-ce que ça signifie particulièrement sur du n'importe quoi, GCP, Azure, AWS, etc. On est vraiment sur les principes d'architecture. Troisième population, pour le coup, plus experte. Donc, je ne sais pas si le T-shape, les profils T-shape, c'est une notion qui vous parle, mais voilà, on a des gens qui ont un peu plus de transversalité dans les connaissances et une barre du T qui correspond à la compétence verticale dans laquelle on se spécialise. Donc là, c'est vraiment des spécialités. Expertise égale un peu spécialité, je vais vous l'expliquer après. Et donc là, on va aller un cran plus bas et on va être vraiment sur de l'expertise pointue sur laquelle je vais mettre l'accent. Alors, on zoome sur l'expertise. Déjà, encore une fois, je remets une couche là-dessus. C'est important d'avoir des formations, c'est super important, mais il y a un temps incompressible pour la montée en compétences et le fait d'acquérir des savoirs. Ces expertises pointues dont je parlais tout à l'heure, dont on a besoin dans le cloud, elles sont de différentes natures, ce n'est pas un seul type d'expérience. On a besoin de gestion des identifiants, IAM, l'observabilité, bien sûr. Observer un système, ça va plus loin que le monitoring, par exemple. La sécurité, ça va sans dire. Des nouveaux métiers ou des nouveaux rôles, le FinOps, par exemple, le développement logiciel, tout ce qui est serverless, function as a service, comme je le disais, qui sont pour le coup très spécifiques à un cloud provider ou à une technologie que l'on a choisie. Ça peut être un cloud provider ou ça peut être si on est sur de la containerisation, par exemple. Voilà, c'est des choses qui sont spécifiques finalement à la couche d'infrastructure ou la couche de cloud sur laquelle on se pose. Mais cette expertise, elle a quelques particularités. C'est que typiquement, si je prends des équipes de développement ou des développeurs ou des experts qui vont être sur des projets, par exemple, pour faire du serverless ou pour faire des produits en utilisant des technologies serverless, function as a service, etc., connaître le catalogue et les services proposés par un cloud provider et avoir de l'expérience dessus est un facteur de productivité significatif. Ça, c'est ma conviction personnelle. Plus on les connaît quand on est à ce niveau d'expertise-là, plus on va connaître
ces sujets-là, plus on va être productif. C'est équivalent à, il y a quelques années, je ne sais pas s'il y a des anciens parmi nous, donc relativement anciens, moi j'en fais partie, hein. Mais voilà, à l'époque, quand on faisait la productivité sur des plateformes comme Java, souvent on disait, je connais bien Spring, je connais bien Hibernate, je vais forcément plus vite. C'est un peu réducteur, mais quelque part, quand on écrit du code, c'est important de connaître les outils qu'on utilise. Cette expertise, elle nécessite donc de la spécialité, donc de la spécialisation, donc elle est peu extensible. Quand je connais bien une plateforme de données sur AWS, n'importe quoi, Aurora ou autre, ou quand je connais un certain service, je sais faire des lambda, etc. Mais vraiment avec de l'expertise pointue qui est à jour et je fais de la veille dessus, passer sur un autre provider de cloud, c'est pas si évident que ça. En tout cas, c'est pas automatique. On a besoin de se refaire de l'expérience, de se refaire une formation. Même si les concepts sont là, on va comprendre plus vite. Il y a quand même un principe de spécialité qui fait qu'il y a un temps d'apprentissage qui est non négligeable. Et puis, pour couronner le tout, cette expertise qui est donc nécessaire, bien sûr, connaître pour être productif, qui nécessite d'être spécialisé, parce que par définition, c'est comme ça qu'on est productif, parce qu'on est spécialisé et on répète le geste avec le temps, elle devient obsolète avec le temps si on ne la pratique pas. On a besoin de cette spécialité-là aussi pour pratiquer, sinon ces connaissances, elles deviennent obsolètes. Comment on fait? Parce que les catalogues de providers de cloud, on est tous d'accord, il y a des centaines de services, on ne peut pas prendre tout comme ça. J'ai envie de dire, là non plus, j'ai malheureusement pas de baguette magique pour vous. Par contre, il y a un principe de pragmatisme, c'est ce qu'on fait, en tout cas nous, chez Octo, et c'est ce qu'on propose dans nos projets de transformation cloud et de développement, de la formation sur un catalogue OK, ouvert à tous et à toutes, avec un principe de pragmatisme, c'est-à-dire l'accès à la formation est facile, on peut débloquer un accès à la formation assez facilement, voire même de la formation en ligne, c'est quelque chose qui est possible. En tout cas, on doit pouvoir le permettre. Et surtout, l'apprentissage suit la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire si on fait un choix sur du serverless, on va former sur ces technologies-là en particulier, peut-être moins sur la containerisation. Inversement, si on part sur de la containerisation, en tout cas, il y a un principe de pragmatisme et suivi de stratégie à avoir. Et surtout, l'autonomie des gens sur la formation, c'est hyper important. Et j'y arrive juste après. Quand on construit j'allais dire des top athlètes, des athlètes de haut niveau, des experts et des architectes qui ont cette expérience-là, qui ont ces connaissances-là et qui travaillent ça au quotidien, c'est hyper important de les faire travailler dans un environnement propice. Ce que je disais tout à l'heure, prise d'initiative, pouvoir innover, la confiance, le droit à l'erreur, pouvoir se former en continu. Je vous le rappelle, c'est une aspiration hyper forte des experts et des expertes et des nouvelles générations, et même les anciennes d'ailleurs. Donc voilà, top athlete, don't compete in the swamp. C'est une phrase que j'ai piquée dans un bouquin qui s'appelle Cloud Strategy de Gregor Hope, que je trouve très, très parlante. Construire des experts et ne pas les mettre dans un environnement qui leur permet d'être productifs, c'est complètement contre-productif parce que déjà, tout seul, ils ne pourront pas performer. Un seul super joueur ne performe jamais dans une équipe qui ne suit pas ou où l'environnement n'est pas propice. Et deuxièmement, parce qu'on ne pourra pas les garder puisque la culture n'est pas là pour les accompagner. Donc, hyper important, on ne fait pas des efforts pour qu'à la fin, on n'arrive pas à tirer profit de tous ces top athlètes qu'on est en train de construire. Je l'espère. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je passe à la deuxième tendance. Je crois que j'ai beaucoup parlé déjà. Non, ok. J'avance. La data, le big data, encore une tendance qui a été ouverte par le cloud, en tout cas démocratisée. 10 ans déjà qu'on parle de data, de big data, etc. Beaucoup de choses ont changé. On est parti d'applications métiers silotées, la donnée dans des bases silotées. On parlait de batch AJ+1, compliqué de tirer de la valeur parce que des données, on ne va pas les croiser, etc. C'était l'état d'esprit dans lequel on était il y a, je sais pas, une dizaine d'années. On est passé progressivement à, en tout cas, les promesses étaient collecter massivement de la donnée, traiter au fil de l'eau, de l'événementiel sur de la donnée avec moins de silos, on croise des données, frontières entre tout ce qui est
use case opérationnel et reporting qui commençaient à s'estomper, et surtout l'émergence de systèmes de données qui sont plus centralisés, où on a cherché à rassembler la donnée ensemble pour la croiser et en tirer de la valeur. Ça a eu des vertus. Donc ça, c'est une étude que je vous partage. Elle est sortie en 2021, donc elle est récente. Donc, pour info, c'est une étude qui est faite chaque année depuis 10 ans. Donc sur la culture data dans les entreprises, ils essaient de mesurer la maturité et la culture de la data dans les entreprises. Et ma foi, les résultats sont plutôt intéressants parce qu'on voit qu'il y a eu des investissements, certes, sur la data, beaucoup d'initiatives, etc. Mais on commence à voir des résultats business intéressants sur l'usage de la data et l'intelligence artificielle. Ça nous a amené sur la table, donc le fait de décloisonner la donnée, de donner un peu plus, décloisonner techniquement la donnée, d'essayer de mettre des initiatives data, de croiser les données. Ça a donné des problématiques qui sont, maintenant on a fait des POC, on a fait des tests, on sait faire techniquement, il faut aller en production maintenant. Donc, et là, c'est là qu'on s'est rendu compte, en tout cas, nous, on a des convictions très fortes sur ça aujourd'hui chez Octo, sur, en fait, la data, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup du code. Donc, du code, ça veut dire aussi les pratiques que l'on a dans l'ingénierie logicielle que l'on a connue jusque-là, qu'on a développée, que l'on doit étendre sur la partie data et l'intelligence artificielle. Des choses qu'on propose aujourd'hui, en tout cas nous, dans nos séminaires, dans nos formations, dans nos accompagnements. Donc, j'insiste sur le catalogue au cas qui suit, nos tendances techniques, c'est vraiment, on met les formations et les séminaires qui sont pour nous, on y croit, vraiment, c'est pour ça qu'on les met, et c'est une évolution logique. Donc, Accelerate for ML, tout ce qui est lié au comment amener le machine learning et l'intelligence artificielle en production et au-delà de la production, et tout ce qui est monitoring des résultats, réapprentissage, quand est-ce que je dois faire réapprendre mon modèle, les cycles de vie, le versionning des datasets, le versionning des modèles, etc., etc. Et une deuxième formation dont je veux parler absolument aujourd'hui, c'est le crafting data science. C'est les pratiques de craft, les bonnes pratiques de développement qu'on pousse, en tout cas habituellement, encore une fois, dans l'ingénierie logicielle, etc., qui doivent s'étendre, qui doivent s'étendre, c'est notre conviction profonde sur la partie data science, le code à la fois le modèle et l'utilisation du modèle, le data engineering. Tout ça, c'est in fine aussi du code qui sert, donc mon deuxième point, qui sert un produit utilisable, utilisable et j'espère utilisé. Ce qu'on cherche tous, c'est faire des produits à la fin qui servent des utilisateurs finaux qui doivent être utilisés. Et pour ça, donc deuxième chose que l'on met en avant, en tout cas, on a des séminaires sur le design de produits avec l'intelligence artificielle et la data. Donc le design plus le machine learning pour faire des produits qui sont utiles et utilisables. Deuxième tendance très très forte, et on a une formation dont je suis très très fière chez Octo sur la confiance et l'explicabilité des algorithmes de machine learning, parce que, vous le savez certainement, il y a énormément de méfiance aujourd'hui, que ce soit dans les organisations ou dans le B2C, donc dans les citoyens français par exemple, sur cette question d'intelligence artificielle qui est introduite dans les applications. 60% des citoyens français se méfient des algorithmes d'intelligence artificielle. Je pense que la question, repenser la façon dont on inclut l'intelligence artificielle dans nos produits, dont on design nos produits, et la confiance des utilisateurs finaux dans ces applications-là, et surtout leur utilisabilité, est quelque chose d'essentiel. Ensuite, on a, alors j'avance un petit peu parce que je vois le temps qui passe, des évolutions et bien sûr des tendances qui peuvent être spécifiques, que vous pouvez développer, qui sont spécifiques par exemple à un domaine de niche, mais qui est spécifique à votre métier, optimisation sous contrainte, la sémantique, etc. On a quelques séminaires spécifiques sur ces sujets-là, mais voilà, donc c'est évidemment du bon sens, donc on les prend quand on en a besoin. Il peut y avoir le NLP aussi, on a des formations sur le NLP, Natural Language Processing, etc. Donc, pour résumer un petit peu sur ces formations, donc, toujours pareil, des formations pour les C-level pour comprendre les enjeux de la donnée aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec et pourquoi c'est important de désiloter, par exemple, la donnée, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble au niveau organisationnel pour en tirer de la valeur. Il y a, comme pour le cloud, des répercussions sur les architectures, les engineering managers, les développeurs, etc.
Et aussi, comme je le disais, sur la partie data science et les data engineers, avoir des équipes qui peuvent travailler ensemble pour amener le produit en production et faire un produit utile, utilisable et utilisé. Donc, les pratiques de développement dans la data science est un point essentiel sur lequel j'insiste encore une fois. Dernière chose que je voulais partager avec vous sur la partie data, c'est les silos. Donc, je reviens à mon histoire de silos de tout à l'heure. Cette étude montre aussi que les silos qu'on a réussi probablement à enlever dans ces dernières années, c'était des silos techniques et que par contre, on a un énorme enjeu aujourd'hui à travailler sur les silos organisationnels que l'on a encore. En tout cas, il y a le frein qui reste, le premier frein pour arriver à avoir des organisations qui sont des data-driven organisations, c'est l'organisation et la culture de l'entreprise data. Donc, voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais on le voit toujours dans nos projets, chez nos clients, dans tous les contextes où on intervient. La question de l'organisation est essentielle. Faire tomber ces silos entre, je sais pas, les gens de la BI, les gens les développeurs, les ops, etc. Donc, il y a un enjeu à faire tomber les silos, à travailler la gouvernance de la donnée, qui est honneur de quelles données et comment est-ce qu'on peut travailler tous ensemble pour faire tomber, j'allais dire, les freins organisationnels qui sont devant nous. Une slide que je ne développerai pas beaucoup parce que ça demanderait des heures, mais peut-être le data mesh donc, est un concept assez fort, je dois dire, en tout cas sur le papier. Qui a comme promesse de s'attaquer à ces questions de gouvernance de la donnée, de ownership de la donnée et de gouvernance, et d'organisation, notamment des équipes et de la façon dont les équipes peuvent interagir entre eux. Ça s'appuie sur des principes assez forts de domaine, donc appliquer le domain-driven design notamment. Donc, il y a la définition des domaines métiers qui sont partagés par toute l'organisation. Ces domaines-là, les appliquer aussi sur le domaine de la data. C'est vaste, ça touche à beaucoup de sujets, c'est extrêmement prometteur. On en est au début de l'histoire, on y croit beaucoup chez Octo et on a un séminaire sur le data mesh. On a quelques histoires à raconter parce qu'on commence à accompagner aussi nos clients sur ça. Ça m'intéresserait énormément si à un autre moment on pouvait échanger. Si vous avez ce besoin-là, des questionnements, on peut bien sûr venir et vous partager nos convictions sur ce sujet. S'il n'y a pas de questions, je passe à très bientôt, le temps passe. La cybersécurité, je ne vais pas en faire tout un plat parce que je pense que c'est des choses qu'on partage tous et toutes. Les enjeux de la cybersécurité et de la protection des données personnelles, bien que ce soit deux choses complètement différentes, mais les deux sont vachement importants aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur les menaces, sur les attaques qu'il y a eu historiques, y compris sur des institutions, des hôpitaux, etc., ce qui est vraiment lamentable. Mais voilà, c'est un enjeu et une préoccupation majeure et à tous les niveaux, que ce soit C-level, que l'on soit à la DSI, que l'on soit développeur, que l'on soit partout. C'est vraiment une préoccupation majeure. Des implémentations spécifiques liées au provider de cloud notamment. Je vous ai mis par exemple là, pour le coup, je crois que c'est sur GCP, donc les implémentations de la tendance qu'on appelle zéro trust, donc zéro confiance. Donc on part du principe que l'on soit dans le réseau de l'entreprise ou à l'extérieur, on doit sécuriser les accès aux assets de l'entreprise ou aux services de l'organisation exactement de la même façon. Donc voilà, des implémentations liées au provider de cloud. Donc il y a un investissement aussi des providers de cloud qui est majeur sur ces questions-là. Vous voyez, les consommateurs et tous les citoyens sont hyper préoccupés par cette question-là. Donc, voilà, on peut pas y couper. Plusieurs niveaux, là aussi, de formation, même si, j'allais dire, je pense, et en tout cas, nous, notre condition personnelle, c'est qu'il y a deux choses principales qu'il faut faire, c'est lever le niveau de la prise de conscience des risques et j'allais dire, l'awareness ou les connaissances des impacts et des risques que l'on a sur les enjeux de sécurité et surtout concrètement ce qu'il faut faire. Donc voilà, donc ça, faire monter le niveau de tout le monde sur les risques qu'on prend quand on va, je sais pas, sur un réseau public ouvert ou
voilà, toutes ces choses-là, on a besoin de faire monter le niveau de connaissance de toute l'organisation et, j'allais dire, tous les citoyens. Il y a des principes de sécurité dans les projets qui doivent être renforcés. Voilà, on parle toujours de DevSecOps, donc inclure la sécurité dans le cycle de développement de bout en bout. On a des séminaires sur ces sujets-là et des formations qui sont très, très bien et qui ont été construites avec nos retours du terrain. En tout cas, ça, c'est le positionnement au cas qui est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'on a nos consultants qui travaillent sur les missions dans le terrain et qui développent aussi des formations parallèles. Donc, voilà, on a vraiment les retours terrain et ces apprentissages-là qui sont transmis lors de nos formations. Les architectes, donc voilà, ça touche tout le monde, et en particulier les architectes, les engineering managers, les développeurs. C'est des principes de sécurité. Et puis, on a aussi de l'accompagnement, des séminaires particuliers pour les équipes de sécurité, parce qu'on a un enjeu fort à renforcer une posture d'accompagnement des équipes, de travailler avec les équipes tout le long de la... Alors, je crois qu'il y a une question, mais je ne la vois pas, moi, Estelle. Bon, je vais finir ma phrase, après je vais prendre la question, le message. Donc, renforcer la posture de communication et de diffusion des pratiques de sécurité. Estelle, je ne sais pas si tu... C'est moi qui suis en train de taper en mettant, en fait, j'allais me permettre de mettre ton adresse LinkedIn, comme ça, s'il y a des questions et que le temps passe, c'est moi. Il n'y a pas de souci. J'avance. Je ne vais pas donner le détail. On a des formations sur introduire tout ce que j'ai dit, la sécurité tout le long du cycle de projet, de la sécurité spécifique, un cloud provider en particulier ou une infrastructure, une technologie en particulier. Et bien sûr, Cloud Security 0.13, j'en ai parlé tout à l'heure. Tendance 4, la frugalité. Je ne peux pas finir cette session sans parler de cet enjeu majeur qui est... donc, alors, j'ai mis ça sous la frugalité, même si la frugalité, ça touche à beaucoup plus de sujets que le numérique responsable aujourd'hui. Mais ce que représente le numérique aujourd'hui, c'est vraiment énorme et pas uniquement sur les gaz à effet de serre. Donc, ça en touche, enfin, voilà, parce qu'on parle beaucoup de l'impact du numérique sur les gaz à effet de serre. Mais on a aussi la consommation de ressources naturelles, l'eau et d'autres implications. Si je fais un zoom sur les gaz à effet de serre, justement, on est à 3,8 et en fait, ça explose d'ici 2025, comme vous pouvez le voir. Et donc, on est en train de rattraper doucement les secteurs qui ont le plus gros impact aujourd'hui. C'est aussi tout ça. C'est ça que j'ai dit, ça n'est pas uniquement les émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi l'épuisement des ressources. Donc ça, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est tiré un petit peu de la fresque du climat qu'on anime d'ailleurs. Ça, c'est super. J'adore cette formation. Vraiment, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à la faire. Donc, ce que ça signifie pour nous, on fait une commande d'un objet numérique, on le reçoit, et en fait, c'est tout ça qu'il y a derrière. Je ne vais pas aller dans le détail, je vous invite franchement à faire la fresque du climat. C'est 2 heures et ça permet de prendre conscience d'une façon limpide. On a aussi une croissance exponentielle de l'usage des objets connectés. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la tendance que je vous décrivais jusque-là, en fait, elle empire et à une vitesse exponentielle. Bref, il est urgent, très urgent d'agir. Il n'est pas trop tard, mais il faut qu'on agisse. Je ne vois pas les questions. Je ne sais pas si tu peux me dire, Estelle. C'est toujours moi qui tape. D'accord. Séminaire C-Level, là aussi, prise des enjeux, donc que ce soit fresque du climat ou des séminaires aussi spécifiques que l'on peut faire pour vos comités de direction, pour essayer d'augmenter la conscience. Le but n'est pas de faire peur, ce n'est pas du tout ça. Le but, c'est de dessiner un état des lieux et un constat qui est le plus factuel et le plus vrai possible, le plus juste possible, des impacts et surtout repenser, aider ces C-level, c'est ne pas laisser les gens tout seuls dans leur désarroi, parce que moi je le sais, en tout cas chez Octo, on fait ça, on réfléchit bien sûr à tout ça, à intégrer ça à nous, on commence par nous. Quand on commence cette prise de conscience-là et quand on se lance dans ce chemin-là, on vit des hauts, des bas, on ne sait pas forcément comment s'orienter, comment repenser son modèle, etc. Eh bien, on vous propose, en tout cas, d'échanger avec vous
sur votre écosystème, sur vos interconnexions avec vos partenaires, etc. C'est vraiment un travail essentiel à faire avant tout le reste, je vais dire. Ensuite, bien sûr, ça touche les architectures, les principes, l'éco-conception, le numérique responsable, etc. Et puis, ça va jusqu'au principe de développement. Important de comprendre les enjeux, analyser tout le cycle de vie et penser à toute la chaîne. Encore une fois, quand je commande un service ou un objet, c'est pas juste je l'ai commandé et je le reçois, c'est tout ça, c'est de l'extraction, du transport, du traitement. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on ne voit pas, malheureusement, et qu'il faut absolument commencer par voir pour aller plus loin et faire des produits, par exemple, qui ne font pas d'obsolescence programmée, qui ne poussent pas à la surconsommation, qui sont frugales, c'est-à-dire qui utilisent le minimum possible de ressources, etc. Je finis par ça, un message hyper important, mettre l'effort là où il faut, même si on en apprend toujours sur ces questions-là. Mais typiquement, c'est important de se dire que nous, on a de l'impact sur typiquement la partie rouge et la partie jaune. La partie verte, en fait, ça a été vachement optimisé, voire même ça baisse. Donc voilà, donc c'est important de savoir par où commencer et agir là où ça a de l'impact. Le mot de la fin pour moi, c'est, si je devais vous laisser avec une chose, c'est je vous ai donné quelques clés, c'est pas du tout de la magie, c'est quelques clés et quelques références pour vous préparer au monde d'aujourd'hui et de demain, qui est essentiel pour rester attractif et attirer encore plus de talents. Mais sachez que ça n'est pas du one shot, c'est pas parce qu'on forme une fois une équipe, une personne, des gens que ça y est, c'est fini. C'est un éternel recommencement parce que je vous ai mis, j'aime beaucoup cette word lemma parce que elle montre l'évolution des tendances. Donc, une tendance qui est arrivée à un instant T à la genèse, elle devient une commodité un certain temps plus tard. Et puis, il y a des nouvelles pratiques qui émergent. Et nous, notre positionnement avec Octo et Octo Technologies, c'est pour ça que Octo et OCAC travaillent main dans la main. C'est parce que les tendances repérées par Octo dans le terrain et dans notre vision sont proposées le plus tôt possible, en tout cas les plus en amont possible, via Octo Academy pour se préparer en avance. Ce que je veux dire par là, c'est que si on commence à se former au moment où les choses commencent à devenir une commodité, on passe sa vie un peu à courir et voilà. Donc, c'est important de se former, mais aussi de choisir les formations et les tendances qui vont dans notre vision. Voilà, je termine par ça. La reine rouge. Maintenant, si vous voulez courir, il faudra courir 2 fois plus vite dans ce monde dans lequel on est. Et je rends la main, c'est trop déplacé. Merci beaucoup Myriam pour cette présentation fort riche. Il nous reste 5 minutes, donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions, même à prendre la parole en direct. Oui. Comme ça, ce sera plus simple que l'on attende dans le chat. Effectivement, je vous ai... Moi, je peux rester encore après. Je peux rester encore après si vous avez besoin, envie, si vous avez le temps, je vous dis, si c'est un peu déplacé. Mais allez-y, j'ai hâte d'échanger avec vous en tout cas, de voir si vous vivez la même chose, si... Prenez la parole. N'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre la caméra, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Il y a des gens que je connais. Olivier, je suis sûre que tu as des choses à dire. Non, en fait, salut Myriam. J'ai pris le truc en cours de route parce que j'étais un peu à la bourre et en plus le réseau a sauté, donc il faut que je me reconnecte. Mais merci parce que je le disais en one-to-one à Estelle. Je réfléchis un petit peu chez mon client à la façon dont je pourrais évangéliser sur les sujets, les grandes tendances digitales, notamment au niveau du comité de direction. Sachant qu'après, derrière, ça diffuse nécessairement sur les projets. Donc, merci pour ce que tu as dit, parce que c'était intéressant. J'ai noté les 4 tendances. Je me dis qu'il y a de quoi faire pour essayer de voir comment demain, je pourrais essayer d'imaginer une façon d'évangéliser sur ces sujets-là, pour que les gens le traduisent sur leur business ou leur fonction. Ok, merci Olivier. Allez, je suis sûre que maintenant qu'Olivier a pris la parole, ça va peut-être ouvrir le chemin à d'autres.
Non, moi, je peux poser une question, mais c'est un peu la question, j'allais dire, un peu bateau que tout le monde se pose. Donc, tant pis, je vais la poser. C'est, Mariam, selon toi, est-ce qu'il faut savoir coder si on veut aller dans le cloud? Parce que c'est une Ah, question qu'on a souvent, justement, chez Octo Academy. ah oui, c'est une excellente question. Alors, bien sûr, ça reste quand même enfin, quand on va dans le cloud, il y a différentes façons, différentes architectures, comme j'ai dit, différentes topologies. Voilà, on peut se baser beaucoup sur le cloud provider en faisant par exemple des lambda, du function as a service, etc. Ou choisir des couches d'abstraction, donc un peu plus de code, etc. Toujours est-il qu'on code beaucoup ou on code un peu moins et spécifique sur on va dire le produit métier. Mais in fine, c'est quand même du code. On reste quand même. Donc, à la question, est-ce qu'on a tué les développeurs? Pas encore. On a encore besoin de bons développeurs et de bonnes développeuses. J'insiste. Donc voilà, on a encore évidemment les développeuses et les développeurs ont encore beaucoup de temps devant eux. Voilà. Même si, effectivement, les tendances no-code, low-code, dans certains contextes, ça commence à se répandre, mais on n'a pas encore tué les développeurs et les développeuses. Et quand je dis on a besoin de bonnes développeuses et de bons développeurs avec les pratiques, le TDD, tout ça. Et ce sont des formations qu'on a au catalogue, d'ailleurs, Estelle. Allez, une dernière question, peut-être, dans l'audience, je sais pas. Sinon, allez-y, sinon je vais piquer au hasard. Jean-Michel, Ludovic, Arthur, Sarah. Non, pas de... Luc. Ah, il y a un message peut-être. Pas de question de la part d'Arthur. Arthur ne voulait pas être interrogé. Merci, Arthur. Bah, au moins, il a répondu. Voilà. Les autres personnes. Non, je crois que c'était pas la bonne matinée, peut-être. Ah. Ok, super. Merci, Arthur, pour le partage. Le constat Comme je le disais, j'ai mis un peu Myriam sur les grilles en la mettant, en vous mettant le lien vers son profil LinkedIn. Ouais. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas effectivement à aller lui poser, sinon à poser via effectivement Octo Academy pour qu'on puisse, si jamais il y avait eu une incertitude, de toute façon, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le replay, on vous l'enverra dans quelques jours. Voilà. Il y a le replay et puis il y a LinkedIn, en effet, comme l'a très gentiment fait Estelle, n'hésitez pas à me contacter. Et j'ai mis mon mail au début dans la présentation. Pareil, n'hésitez surtout pas à... J'ai peut-être une question de néophyte, Myriam. Oui. Là, je travaille pour une boîte qui fait très peu de spécifiques, voire quasiment pas de spécifiques. Et la rare partie codée, c'est effectivement du no-code sur la stack Microsoft qui est la Power Platform. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Donc, toi, des Power Apps ou des choses comme ça. Et la question que je me posais, c'est comment dans des organisations IT où le gros de ce qui est fait, c'est pas du spécifique ou c'est juste de l'évolution sur soit du SAP, soit des technos type Dynamics. Comment on vient introduire les bonnes pratiques? Toi, tu parlais un instant de TDD. Toi, comment on arrive alors qu'en plus, il y a une grosse partie qui est faite en externe par des prestats. Toi, comment on met en mouvement une organisation IT sur des sujets de ce type-là? J'ai 3h30. Ouais. C'est une excellente question, évidemment, Olivier. Alors, beaucoup de choses à dire sur ça. Néanmoins, si je reprends un petit peu ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu te souviens, je parlais notamment de désiloter les données pour en tirer de la valeur et aller vers des usages nouveaux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est poussé par un time to market, par des innovations qu'on doit faire sinon la concurrence, etc. etc. Donc, il y a un enjeu, bien que moi, je ne pense absolument pas que l'on va du jour au lendemain passer voilà, de logiciels qui font très bien leur job sur un certain nombre de sujets à tout custom et on doit tout mettre dans le cloud, etc. Enfin, ça peut être dans le cloud, mais en tout cas, ce n'est pas forcément du tout custom où on ne doit pas tout redévelopper, loin de là.
Néanmoins, on a un enjeu d'ouverture, et ces plateformes-là l'ont très bien compris d'ailleurs, un enjeu à désiloter aussi la donnée, donner accès à ces données-là, la gouverner. Donc, on a les mêmes enjeux que les applications qu'on a faites maison, finalement. Donc, il y a un enjeu à comprendre ça. Il y a un enjeu d'architecture extrêmement fort sur comprendre les modes d'interaction avec ces applications-là, le niveau d'ouverture qu'on peut avoir, l'évolution de la roadmap de ces produits, parce que c'est des produits éditeurs, donc c'est hyper important de savoir la vision et l'évolutivité et l'évolution de ces plateformes pour comprendre si c'est compatible avec ce que veut faire la vision d'entreprise et les enjeux métiers auxquels on cherche à répondre. Ça, c'est vraiment hyper important de, effectivement, tu l'as très bien dit, il faut rester, si on a du SAP et qu'on a beaucoup de choses métiers qui reposent sur des SAP, on doit continuer en fait à comprendre qu'est-ce qu'on fait sur SAP, comment ça fonctionne, et la roadmap d'évolution de SAP pour savoir comment est-ce qu'on peut, demain, ou aujourd'hui déjà, se connecter avec des bases SAP HANA pour tirer de la donnée, combien ça coûte, les flux de données, est-ce que c'est viable, quelles interactions et quelles applications vont discuter ensemble, etc. Les modes d'échange, c'est de l'architecture. Après, la question organisationnelle, j'allais dire, là, c'est encore un vaste sujet. Enfin, c'est de l'accompagnement, là, pour le coup, c'est de la transformation culturelle et de la transformation organisationnelle qu'il faut faire, mais qui prend du temps. Ce n'est pas une formation de 3 jours. Non, je n'avais pas ça en tête. J'imagine. Je te connais suffisamment pour savoir que c'est parce que peut-être. Merci. De rien. Voilà. Allez, franchement, une dernière question. S'il y a quelqu'un, je ne sais pas, Luc, tu es encore là? J'imagine que tu as peut-être quelque chose, non? Moma, je ne sais pas si c'est la Moma que je connais ou pas. Jean-Michel, Ludovic, toujours pas? Non, me concernant, j'ai pas de questions. Il y avait un objectif, tu as répondu à l'objectif. Donc, au fait, j'ai eu les infos que j'étais venu chercher. Donc, merci. Super, je suis contente, je suis ravie. Merci beaucoup. Bon, bah écoutez, franchement, ouais, j'entends quelqu'un qui ouvre son micro. Non, je crois que tu peux conclure. Ok, super. Et ben moi, j'étais vraiment... excusez-moi. J'étais ravie d'échanger avec vous, d'être avec vous ce matin. J'espère qu'on va avoir des interactions après, que ça va peut-être allumer des choses dans votre esprit, que vous avez peut-être échangé, vous avez envie peut-être échanger plus tard avec moi ou avec Octo ou avec Octo Academy. Franchement, avec grand plaisir. Et puis, je vais vous dire à très bientôt, peut-être, sur un nouveau live Academy ou un comptoir Octo aussi, parce qu'on a des événements qui sont assez proches entre Octo Academy et Octo Technologies. Vous avez compris, on est très connectés. Merci beaucoup, Myriam. Merci à toutes et à tous pour avoir participé et on espère vous retrouver nombreux au prochain Live Academy. À très bientôt.